la, avec la Société marocaine de cardiologie, l'AMCAR. Et comme vous le savez, le rôle de la micronutrition est dans la prise en charge de dyslipidémie est actuellement au cœur des débats. Et à l'heure où la médecine est basée sur les preuves, donc il est essentiel de s'interroger sur la réalité et la complémentarité de l'approche micronutritionnelle, pardon, par rapport à l'approche pharmacologique dont les preuves ont été démontrées pour ce qui est de la prévention cardiovasculaire. Donc, pour animer ce webinaire, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Bendris Leila, qui est spécialiste en cardiologie et en pathologie vasculaire. Elle est professeure à la faculté de médecine et de pharmacie à Marrakech et elle s'intéresse, elle est connue parmi les cardiologues par son intérêt qu'elle porte à la micronutrition. Elle suit beaucoup de formations dans ce domaine. J'ai le plaisir d'avoir avec nous aussi le docteur Gasmi Amin, qui est spécialiste en micronutrition et en physiologie intégrative. Il est président de la Société francophone de la nutrithérapie et de la nutrigénétique appliquée, la SOFNA. Il est auteur de nombreuses publications scientifiques dans le domaine de la nutrition et de la nutrigénomique. Donc voilà, donc sans tarder, je vais passer la parole à mon amie Leïla pour nous Ah, d'accord. parler de l'approche pharmacologique, Donc, je vais... et limites en pratique. D'accord. Merci, docteur Siem. Alors, je vais essayer de faire le partage. Partager, alors, j'ai fait ça. Partager. Partage de l'écran. Partager tout l'écran. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? C'est bon. Eh bon, parfait. Alors, merci à tout le monde. Merci à la présence. Merci à l'AMCAR de nous avoir permis justement de débattre autour de la micronutrition qui va être bien évidemment un complément indispensable à notre pharmacothérapie. Bien évidemment, le sujet d'objet aujourd'hui, c'est la dyslipidémie. Moi, je vais parler d'une partie qui est la pharmacothérapie, les statines que vous connaissez tous en tant que communauté cardiologique. Donc, je ne vais pas m'attarder bien évidemment sur les indications, la stratification du risque et les cibles, c'est des choses que vous maîtrisez. Plutôt, je vais être axée sur un mot sur la pharmacologie et des recommandations ciblées sur cette pharmacologie pour laisser la grande partie à la micronutrition dont nous avons besoin de connaître pour compléter cette prise en charge qui va être holistique et globale pour nos patients. Alors, pour ceci, bien évidemment, je vais me baser sur les dernières recommandations de la Société européenne de cardiologie sur le management des dyslipidémies, qui a été updatée en 2025, juste l'année dernière. Ça, c'est les messages clés de ces recommandations sans rentrer dans beaucoup de détails. Bien évidemment, le bilan lipidique, vous le connaissez parfaitement. Il vient d'être introduit le nom HDL, le cholestérol, pour justement connaître toute la panoplie de l'apoprotéine B qui est responsable de l'athérosclérose. Nous avons la LP petit a qui commence à intégrer nos recommandations, qui est un nouveau marqueur de risque cardiovasculaire. On va le voir un petit peu plus tard. On a besoin, bien évidemment, la clé pour la prise en charge de la dyslipidémie, c'est stratifier le risque cardiovasculaire qui se base bien évidemment sur le score 2 que nous connaissons tous, avec des modificateurs de risque qui viennent d'être intégrés dans ces nouvelles recommandations. Ces modificateurs de risque vont être cliniques et biologiques. Cliniques, nous aurons l'affaire à toute maladie inflammatoire, stress, obésité, toutes les désordres hypertensifs de grossesse. Et puis, nous avons deux paramètres biologiques à doser. C'est la LP petit a et la CRP ultrasensible qui vont un petit peu soit hausser, soit garder le risque cardiovasculaire du patient tel qu'il est défini. Puis les cibles thérapeutiques, vous les connaissez, ils sont là en fonction de risque cardiovasculaire. Nous avons dans ces recommandations, il est recommandé de prescrire des statines de haute intensité et qui sont soit la torvastatine à des doses à 40 à 80 mg ou la rosuvastatine entre 20 et 40 mg. De nouvelles indications ont paru dans ces dernières mises à jour par rapport aux statines, c'est les patients atteints d'HIV et les cancers. Puis les triglycérides commencent à regagner du terrain. Nous avons des cibles un petit peu sur ces triglycérides. Et il y a tout l'avènement des oméga 3 qui sont très efficaces sur la baisse des triglycérides.
Puis, il y a eu apparition de nouvelles molécules dans ces recommandations qui vont être ciblées sur le cholestérol et sur les triglycérides. Notamment, nous avons l'acide bempédoïque qui va être soit un complément, soit il va être prescrit quand on a une intolérance aux statines par rapport aux effets musculaires. Voici donc le score 2 que vous connaissez et les modificateurs de risque sont les suivants qui peuvent un petit peu faire varier notre stratification du risque cardiovasculaire. Regardez, vous avez le stress, vous avez l'obésité, vous avez l'inactivité physique, les maladies inflammatoires, les désordres de grossesse, et puis vous avez l'HIV et les apnées de sommeil, bien évidemment, les paramètres biologiques, la CRP ultra sensible au-delà de 2 et la LP petit a quand elle dépasse les 50 mg par décilitre. Alors, je rentre un petit peu dans la pharmacologie des produits. Le statine, comme vous le connaissez, c'est un inhibiteur de l'hydroxyméthylglutaryl coenzyme A réductase qui va un petit peu diminuer la synthèse hépatique du cholestérol. Puis vous aurez l'augmentation des récepteurs à la surface du foie à haute affinité pour le LDL pour essayer de le capter et diminuer le LDL plasmatique. Alors, de point de vue pharmacocinétique, donc là, je vais vous faire un petit peu entourer les statines qui existent chez nous. Donc, nous avons l'atorvastatine, la rosuvastatine et la simvastatine. Nous avons les statines, ce qu'on appelle lipophiles, qui sont l'atorvastatine et la simvastatine, qui peuvent pénétrer la barrière hémato-encéphalique, et puis la rosuvastatine qui va être hydrophile. Alors, de point de vue LDL cholestérol, vous avez ces deux statines qui sont très efficaces avec une baisse d'à peu près de 50% du LDL plasmatique, une baisse qui reste très modérée pour les triglycérides et une hausse très modérée pour l'HDL cholestérol. La demi-vie de la torva et la rosuvastatine est beaucoup plus importante, ce qui leur procure cette baisse importante du LDL plasmatique. Et puis, nous avons la pénétration du système nerveux central par les statines lipophiles, la torva et la simvastatine. Alors, les effets vont être doses dépendantes, bien évidemment, pour la baisse du LDL et même chose pour le HDL et les triglycérides. J'attire votre attention sur un seul élément qui est la LP petit a. Vous savez que le taux du LDL cholestérol qui est dosé dans notre laboratoire inclut le cholestérol contenu aussi dans la LP petit a et de ce fait, on a besoin d'avoir ce qu'on appelle le LDL cholestérol qui doit être corrigé. C'est comme le cas du QT corrigé, il doit être corrigé à chaque fois que vous avez des patients avec la LP petit a élevée. Et pour le corriger, donc vous avez cette formule, le LDL cholestérol corrigé est égal au LDL cholestérol, qui va inclure aussi la LP petit a, moins la LP petit a fois 0,30, ce LDL et la petit a étant en grammes par litre. Tout ceci pour évaluer ou apprécier l'efficacité d'un traitement hypolipémique qui sont les statines, parce que vous savez que les statines n'agissent pas sur la LP petit a. Et quand vous prenez la statine et que vous ne corrigez pas votre LDL, vous allez à tort dire que ma statine n'a pas été efficace parce que vous avez la LP petit a élevée. Je vous donne un exemple. Quelqu'un, par exemple, qu'on avait dosé le LDL cholestérol, on l'avait retrouvé à 1,35 g par litre et qu'on a stratifié le risque et qu'on avait besoin de cibler notre LDL à 0,7 g. Je vais doser la LP petit a, je la retrouve élevée à 200 mg par litre. Quand je corrige mon vrai LDL cholestérol, c'est 0,75 g par litre. Et vous savez qu'au départ, j'avais 1,35 et du coup, donc ce patient particulièrement n'aurait pas besoin de statine parce que finalement, on est dans l'acide. Donc, méfiez-vous un petit peu de cette LP petit a, donc que vous risquerez un petit peu de de vous faire un petit peu, si l'on veut dire, dire ou prédire que votre statine est efficace ou pas. Donc, il faut corriger votre LDL cholestérol. Alors, les effets secondaires, vous les connaissez, la toxicité hépatique et surtout musculaire. Et cette atteinte musculaire, des fois, elle est asymptomatique jusqu'à avoir des crampes, rhabdomyolyse ou myalgie. Et vous avez des terrains qui sont prédisposés à faire cette atteinte musculaire, notamment les diabétiques, les gens qui ont une hypothyroïdie, l'insuffisance rénale, maladie musculaire ou l'alcool. Nous avons aussi les troubles digestifs. Donc, quand on a des troubles digestifs, prenez plutôt les statines avec repas. Quand vous avez insomnie, céphalée, privilégier les statines qui sont hydrophiles pour éviter les lipophiles. Et puis, vous avez d'autres effets secondaires qui sont assez plus ou moins fréquents, la neuropathie périphérique et puis des fois des réactions cutanées. Alors, les contre-indications, c'est évidemment à chaque fois que vous avez une personne qui est porteuse d'une myopathie, une affection hépatique évolutive et bien évidemment la femme enceinte et allaitante. La surveillance biologique se fait à base des transaminases déjà avant l'instauration du traitement, un mois après l'instauration. Leïla, Oui, on n'a plus accès à ton écran. ah bon? Je sais pas si c'est le cas pour tout le monde.
Est-ce que vous Oui. arrivez à voir maintenant? Est-ce que vous... Moi, je ne le vois pas. Je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui a partagé son écran. Oui, c'est bon. Attendez, Vas-y, Leïla, c'est bon. c'est bon, ça a été Non, repris? non, il faut juste... Non, 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 revenez. Mode Je recule. diaporama. Non, quand tu Uh-huh. n'es pas sur OK, mode... Oui, maintenant, on voit, mais tu n'es pas sur... Voilà, 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 très très bien. bien. c'est bon. Oui. Alors, les contre-indications, c'est à chaque fois que vous avez quelqu'un qui est atteint d'une myopathie, une infection hépatique évolutive et ou élévation des transaminases, et la femme enceinte et bien évidemment allaitante. La surveillance biologique se fait à base des transaminases avant l'instauration du traitement, un mois après l'instauration, puis tous les 3 mois, et puis une fois par an pour les patients qui sont sous statine d'une manière chronique. Et on doit arrêter le traitement à chaque fois que vous avez une augmentation persistante du bilan hépatique à plus de 3 fois la normale. Le dosage des enzymes musculaires n'a aucun intérêt, sauf si vous avez des patients symptomatiques ou sur un terrain qui va être prédisposé et le traitement doit être interrompu en cas d'élévation des CPK. Alors, pour l'élévation des CPK, vous avez un cut-off de 4 fois la normale. Quand il est moins de 4 fois la normale, l'élévation des CPK, donc on arrête les statines pendant 2 à 4 semaines, un wash-out. Et par la suite, on réévalue si les symptômes disparaissent, c'est qu'on a finalement une intolérance aux statines, soit on va passer à une autre statine avec une faible dose ou donner la statine 2 à 3 fois par semaine et ajouter les étimibes. Quand vous êtes au-delà de 4 fois la normale, donc vous arrêtez les statines pendant 6 semaines et même chose. Donc on réévalue les patients, on diminue les doses 2 à 3 fois par semaine des fois et on ajoute les étimibes. Alors, pour faire un petit peu le pont sur la micronutrition, les statines et effets indésirables musculaires, l'un des mécanismes qui ont été invoqués pour justement expliquer ces atteintes musculaires sur les statines, c'est le déficit en coenzyme Q10, qui est un dérivé de l'ubiquinone. On va voir un petit peu ce coenzyme Q10. Pourquoi les statines diminuent le coenzyme Q10? Parce que tout simplement, les statines ou le coenzyme Q10 est synthétisé par la voie de l'amévalonate qui est la cible des statines. Donc, regardez là, c'est l'hydroxyméthylbutyrylcoenzyme A. Donc, on inhibe la voie de mévalonate. Et là, vous avez l'ubiquinone aussi, le coenzyme Q10 qui va baisser au niveau musculaire, va baisser, va entraîner une baisse de l'énergie mitochondriale, l'augmentation du stress oxydatif dans les muscles et l'apparition de l'atteinte musculaire et les crampes musculaires. Donc, voilà un petit peu le lien avec un petit peu des petites choses des statines qu'on peut réguler avec justement la complémentarité par le coenzyme Q10. Et là, on fait intégrer un petit peu la micronutrition. Et ceci a fait l'objet de quelques études quand ils ont évalué un petit peu l'implémentation du coenzyme Q10 par rapport à l'atteinte musculaire. Et on a pu observer une diminution de 40% des myalgies dans le groupe des patients qui ont reçu le coenzyme Q10 par rapport au placebo. Alors, les recommandations qui vont être ciblées par rapport à la pharmacologie dans la nouvelle mise à jour qui a été émise l'année dernière. Alors, il est recommandé toujours de prescrire les statines de haute intensité à la dose la plus tolérée possible. C'est une recommandation 1A. Et puis, prescrire les statines de haute intensité qui vont faire baisser le LDL cholestérol de plus de 50%. Et c'est l'atorvastatine à la dose de 40 et 80 et non pas 10 et 20. Et la rosuvastatine entre 20 et 40. Alors, la nouvelle figure qui vient d'apparaître dans ces recommandations de 2025, quand vous donnez la statine de haute intensité, vous baissez le LDL de 50%. Quand on va ajouter les étimibes, vous allez ajouter le 10%, donc c'est 60%. Puis, quand vous allez ajouter les anti-PCSK9, comme c'est recommandé, on va baisser le cholestérol de moins 80%. Et quand on va ajouter l'acide bempédoïque dont je vous ai parlé, on va baisser encore le cholestérol de 86%. L'acide bempédoïque dans ces recommandations est un complément aux statines ou alternative en cas d'intolérance. Alors, pour comprendre ce que fait l'acide bempédoïque qui vient d'être introduit dans ces recommandations, regardez ce qui va faire. Les statines inhibe l'hydroxyméthylglutaryl-coenzyme A réductase qui existe au niveau du foie et au niveau musculaire. C'est la raison pour laquelle vous avez les effets secondaires musculaires. Par rapport à l'acide bempédoïque, il agit un petit peu en amont en agissant sur l'ATP citrate-lyase qui existe uniquement au niveau hépatique et du coup vous aurez la baisse du LDL cholestérol sans avoir les effets musculaires. C'est un petit peu le succès de cette molécule par rapport aux statines.
Alors, attention aussi aux interactions médicamenteuses qui peuvent augmenter le risque d'avoir l'atteinte musculaire avec les statines. Donc, nous avons des choses déjà qu'on prescrit nous en cardiologie. Tous les antagonistes calciques qui peuvent interférer avec les statines entraîner la myopathie. Nous avons tous les antifongiques, les antibiotiques et les inhibiteurs des anti-HIV. Et puis nous avons l'amiodarone. Et pour faire encore une fois, une deuxième fois, le pont sur la micronutrition, attention au jus du pamplemousse qui interfère avec les statines et peut augmenter le risque d'atteinte musculaire. Donc pour vous dire encore une fois que toujours la micronutrition doit faire partie intégrante un petit peu de notre statique comme précaution d'emploi par rapport aux interactions avec les statines. Alors, par rapport aux triglycérides, cette fois-ci trop élevés, il est recommandé dans cette nouvelle mise à jour de donner les oméga 3 à raison de 4 grammes par jour, 2 grammes fois 2, en combinaison avec les statines. À chaque fois que vous avez les triglycérides qui dépassent les 1,35 jusqu'à 5 grammes par litre. Quand vous avez un taux du triglycéride qui dépasse les 7,50 grammes par litre, il y a un nouveau produit qui vient de paraître, c'est Volanesorsen qui va inhiber l'apoprotéine C3 et puis vous aurez une augmentation du métabolisme des triglycérides. C'est l'actualité un peu par rapport aux triglycérides. Alors, moi, j'ai fini par rapport un petit peu à la pharmacologie et je conclue par rapport à la dyslipidémie et statine. Quand on a des patients chez lesquels on va prescrire les statines, la micronutrition doit faire partie intégrante un petit peu de notre prise en charge. Premièrement, pour déjà participer avec la statine pour la baisse du LDL. Et là, le complément de la micronutrition est fondamental et va être détaillé avec notre ami Dr Gasmi Amin. Puis deuxième des choses, quand on va prescrire les statines, on va pallier aux effets secondaires des statines, déjà en évitant les interactions médicamenteuses. Et puis vous ajoutez le coenzyme Q10 et la vitamine D pour diminuer les effets musculaires. Et comme précaution d'emploi des statines par rapport à l'alimentation, on va éviter le jus de pamplemousse parce qu'il va interagir avec les statines. Et attention à la prise de la levure du riz rouge qui est cotée comme une statine naturelle. Si elle est associée aux statines, elle va baisser d'une manière très importante le LDL cholestérol. Et à la fin, j'attire votre attention sur un seul élément. Checker aussi l'hypothyroïdie qui est assez fréquente chez les femmes. 80% des femmes vont être en hypothyroïdie et malheureusement, quand vous allez faire le bilan thyroïdien, il va être faussement normal. Donc, il faut chercher les signes cliniques de la dysthyroïdie ou de l'hypothyroïdie qui pourraient être responsables de la dyslipidémie. Et les signes cliniques sont assez fréquents. Et là, je vous ai mis un tableau qui va récapituler un petit peu les signes d'hypothyroïdie qu'il faut essayer de chercher chez nos patients, notamment une fatigue inexpliquée, une constipation, frilosité, de l'œdème un petit peu partout, d'accord, ou une hypothermie, une frilosité, bref, tous les signes qui peuvent nous orienter vers l'hypothyroïdie et qui pourraient être génératrices de la dyslipidémie. Voilà, moi j'ai fini pour laisser la place à notre ami pour détailler un petit peu la micronutrition. Merci pour votre attention. Merci à toi, Leïla, pour cette excellente mise au point. Donc, je pense que s'il y a des questions à propos de ta présentation, donc avant de passer au volet micronutritionnel, il y a quelqu'un qui pose la question, est-ce que Mhm. le jus de pamplemousse est interdit pour toutes les statines ou non? Alors, en fait, j'avais noté un petit peu, nous avons la simvastatine et la torvastatine, surtout, qui interagissent avec le jus de pamplemousse, un peu moins avec la rosuvastatine. Ok, merci. Donc, il n'y a pas de question. J'ai une question quand même pour toi à propos Mhm. du LPA. Donc, Oui, comme tu l'as bien dit, les statines n'ont pas démontré d'efficacité oui. sur le LPA. Mais qu'en Mm. est-il des anti-PCSK9? Je sais qu'il y a des Euh, études en cours dans ce sens. Par rapport aux statines ou les Par rapport anti-PCSK4? à la baisse du LPA, du LPA. Aucun intérêt. Il y a un nouveau traitement qui va être mis sur le marché, le Moanef. Il va rentrer chez nous au Maroc, le Moanef. C'est l'inclisiran. C'est lui le seul qui est efficace sur la LP petite. Mais c'est quoi comme famille? C'est pas les anti-PCSK9. C'est Je ne juste pour sais le pas du tout. préciser, c'est une nouvelle molécule. C'est l'inclisiran. C'est une nouvelle molécule. Exactement. Voilà. D'accord. Donc, euh, il y a quelqu'un qui pose la question Mhm, sur le traitement de l'inflammation en mhm. en matière de prévention cardiovasculaire, je suppose.
Donc, Est-ce par qu'il rapport à la CRP ultra sensible, c'est ça. Oui, quand tu as une CRP élevée, est-ce que traiter l'inflammation réduirait le risque cardiovasculaire? Alors, par rapport, je parle de la CRP ultra sensible pour être clair. Pour diminuer l'inflammation, déjà, il faut réguler les facteurs de risque parce que vous savez, le diabète induit aussi une inflammation. Et bien évidemment, quand on va réguler les facteurs de risque, nous avons la colchicine qui pourrait un petit peu participer à la baisse de l'inflammation artérielle. Effectivement, c'est une notion très importante à comprendre. Il y a plein de l'obésité, le Voilà. diabète, le syndrome métabolique sont tous Qui entraîne des, l'inflammation. des facteurs qui entretiennent l'inflammation. Donc, il Voilà. faut d'abord aller vers Il faut la les source du réguler. problème. Ouais. Voilà. Il faut les réguler avant de passer au traitement. Ouais. Alors, est-ce qu'au Maroc, on dose la CRP ultra sensible? Oui, on la Oui, dose. bien Moi, je sûr. la dose. Elle est disponible dans les laboratoires. Oui. Sauf qu'il faut préciser CRP ultra sensible. Et est-ce que les statines réduisent la CRP? Selon les études, ils peuvent réduire Effectivement. aussi la CRP ultrasensible. Ouais, il parle, lui, de l'étude Jupiter. Oui, Ouais. c'est vrai. Mais à des Et doses élevées, c'est la rosuvastatine à 40 milligrammes. ouais. On se demande pour ce qui est de la dose, je sais pas combien on a de durée pour la discussion. Est-ce Ben, on qu'on peut faire ce qu'on veut, il n'y a pas de on problème. fait ce qu'on veut? On fait Alors, ce pour qu'on la colchicine, ils veulent connaître la dose de la colchicine comme anti-inflammatoire, si tu peux C'est leur. la dose, c'est la dose classique. On commence par 3 ou 2 milligrammes les 4 premiers jours et puis par la suite, c'est 0,5 milligrammes. Oui. Ouais, est-ce que les doses fortes c'est des choses importantes à Mhm. préciser. Est-ce que les doses fortes d'atorvastatine, 80 milligrammes, sont obligatoires en post-syndrome coronarien aigu, Oui. même en cas non, même si le LDL correct, si le LDL de base est correct. C'est-à-dire le LDL, parce qu'en Alors, post-infarctus du myocarde, on doit en- avoir un LDL moins de 0,55. ouais, donc il est exceptionnel, il est Exceptionnel de l'avoir. Vous savez que dans exceptionnel les d'avoir nouvelles un. Voilà. Dans les nouvelles recommandations en post-syndrome coronarien aigu, il est indiqué de prescrire l'association statine-ézetimibe d'emblée. C'est une nouvelle recours. Ouais, mais pour avoir un LDL cholestérol de base de départ chez un patient qui fait des complications coronariennes à moins de 0,5, c'est illusoire, c'est pas possible. D'accord. Après, on adapte la dose en fonction, bien sûr, des objectifs. Mhm. Mhm, mhm. Alors, est-ce qu'on dose le LPA au Maroc, le LP petit a? En fait, moi, je le demande assez souvent, mais malheureusement, ils le font envoyer en France pour qu'il soit dosé. Donc, ils ont déjà, si vous voulez dire, Les un lien avec correspondants. Mhm, voilà, des correspondances. Donc, ça se fait. Donc, mhm. il faut le doser une fois dans la vie, c'est obligatoire. Une fois dans la vie. On n'a pas besoin de le répéter parce qu'il est génétiquement déterminé. Ça n'a rien à voir avec l'hygiène de vie, la LP petite. Génétiquement déterminé, oui, Leïla, mais j'ai dû lire que le Mhm. LPA augmente avec l'âge. Le- Pas beaucoup, pas Ah, beaucoup. Vraiment, il n'y a pas de variation ni à ni à l'hygiène de vie, malheureusement. Elle est très génétiquement déterminée. Donc, hmm. c'est un petit peu familial. On a besoin de la doser une fois dans la vie. Et si Et elle quelle est est sa valeur élevée, normale? c'est On moins demande, de, c'est quoi? c'est moins de 50 Ça veut grammes dire par qu'à décilitre. partir de 50, on parle de risque très élevé et à Très partir de élevé. 30 aussi, le risque est. Voilà, très élevé. Et il faut Ouais. surtout, s'il vous plaît, corriger le LDL cholestérol quand vous avez la LP petite a élevée pour ne pas fausser la cible du LDL. Hmm. Bah, je pense qu'on peut passer à la deuxième présentation. Donc, je Oui, vais noter les autres vas-y. questions et on peut Mhm. les poser à la fin. Très bien, À toi la parfait. parole, docteur Très bien. Yasmi. Merci, Merci. Leïla. Tout le monde te félicite, hein. J'ai plein de Avec commentaires de plaisir. félicitations. Grand plaisir. Merci, docteur Leïla Bendris, qui a fait une Merci à très vous belle aussi. introduction. Mhm. euh, et donc même une introduction à plus ou moins à la micronutrition, donc Voilà. ce qui est très bien, et donc ce qui introduit le sujet. Merci donc aussi
l'AMCAR d'organiser ou de co-organiser cette conférence, très très importante, donc avec des cardiologues et des médecins autres aussi qui s'intéressent à la cardiologie. Donc moi je vais vous parler ici de la micronutrition pour aller un peu plus dans le détail de ce qui a été présenté. Donc c'est pour ça que je vous dis la première conférence avec Dr Bentry, c'est excellente dans le sens où elle parle aussi des LPA, puisqu'on va aborder les LPA à un moment donné ici. La conférence s'intitule Les profils métaboliques de dyslipidémie et leur prise en charge en micronutrition. Donc, on va aborder sans plus tarder les différentes parties de cette conférence. Je vais dire un petit mot sur ce qu'est la micronutrition pour celles et ceux qui ne sont pas familiarisés avec la micronutrition. Ensuite, on va parler d'une toute petite définition de dyslipidémie. Après, on passera à ce qui nous intéresse le plus. Voilà. Et puis pour les questions, on les prendra à la fin. Bien entendu, on pourra faire un débat sur un certain nombre de sujets. Donc la micronutrition, en général, au lieu de donner une définition en deux, trois mots, je préfère toujours projeter ce schéma pour expliquer, on va dire en détail, mais en même temps avoir une image comme ça sur ce que c'est que la micronutrition. On parle de science de la micronutrition. C'est un champ d'études. C'est un champ d'études. On a maintenant de plus en plus d'études, non pas sur la micronutrition, mais de plus en plus d'études de différents, on va dire, champs scientifiques qui sont appliqués à la micronutrition. Les études ne manquent pas sur le domaine de la micronutrition. Prenez juste la vitamine D, plus de 120 000 études, le magnésium, plus de 140 000 études, les polyphénols, plus de 70 000 études, et ainsi de suite. Donc les études sont extrêmement nombreuses et donc on utilise certaines, certaines notions, certains concepts, certaines techniques qui viennent de différents domaines, différentes sciences, voilà, la biochimie, la génétique, la physiologie intégrative, c'est la base de la micronutrition. Et puis vient ensuite le reste, tout ce qui est, voilà, on a aussi de la psychologie, du style de vie, les analyses, les neurotransmetteurs, l'hormonologie et tout le reste, la science du complément alimentaire aussi, etc., etc. On utilise notamment comme moyen d'intervention, entre autres, donc les aliments, les extraits de plantes, les extraits de champignons et donc tout ce qui est en rapport avec les extraits d'actifs ou de bioactifs, plus donc tout le reste. Tout le reste, c'est vitamines, minéraux, oligo-éléments, les acides gras, les acides aminés, etc. Donc la micronutrition, il y a encore 50 ans, c'était quelques vitamines et deux ou trois minéraux. Maintenant, c'est la totalité du champ de l'aliment, du complément alimentaire, de la plante médicinale, mais bien entendu étudié scientifiquement avec des études cliniques, avec des méta-analyses, avec des études mécanistiques, etc., etc. Ok. Bon, il y a un certain nombre d'ingrédients naturels que je vous présente ici qui ont un intérêt en dyslipidémie, mais qu'on abordera, en tout cas, on abordera une partie de ces ingrédients tout à l'heure lorsqu'on fera la typologie métabolique des dyslipidémies, notamment le coenzyme Q10, comme l'a bien précisé Dr. Bundris, en combinaison avec les statines, la berberine également, qui a un intérêt particulier pour augmenter la quantité des récepteurs au LDL et pour inhiber l'activité de la PCSK9, la L-carnitine qui est intéressante aussi dans les cas d'augmentation des LPA, la B3, etc. Donc les oméga 3 aussi, etc., etc. Donc il y a un certain nombre d'ingrédients. C'est pas tous les ingrédients ici, hein, mais c'est des exemples. Donc on abordera un certain nombre tout à l'heure. Et donc, dans ce sens-là, à la SOMNA et en collaboration avec INMS et la SOFNA,
on organise des formations et des congrès, et dont le prochain, justement, pourrait vous intéresser. Je vous en parlerai à la fin, si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur le congrès, la quatrième édition là, du Congrès international des sciences de la nutrition qui aura lieu les 18 et 19 avril prochains à Casablanca et qui aura comme thématique donc hormonologie et micronutrition. Donc on en parlera un peu plus tard de cela. Voilà. Donc bon, la définition de la dyslipidémie selon la Société européenne de cardiologie, la Société européenne d'athérosclérose, mais en fait, c'est une définition qui est reprise par la plupart des sociétés savantes internationales, américaines, canadiennes, etc., de cardiologie, est définie comme étant une anomalie du métabolisme. On dit le métabolisme lipidique, mais en réalité, c'est surtout, pour être plus précis, une anomalie du métabolisme des lipoprotéines. Les lipoprotéines, on en parlera juste après, ça concerne les LDL, les HDL et d'autres lipoprotéines également. Donc une élévation du LDL cholestérol, une augmentation des triglycérides ou une baisse du HDL. Ça, c'est la définition classique officielle. Et bien sûr, les deux sociétés savantes insistent sur l'importance de positionner les valeurs lipidiques dosées, habituellement dans une approche globale d'évaluation du risque cardiovasculaire. Et donc, on peut utiliser différents outils d'évaluation, de stratification du risque cardiovasculaire, dont le fameux outil SCORE, qui permet en fait d'adapter la stratégie globale d'intervention chez le patient dyslipidémique. Alors, petit rappel sur ce que sont ces transporteurs de lipides, ou ce qu'on appelle ces lipoprotéines, qui sont en fait, en réalité, comme vous le voyez ici, des boules de graisse. C'est des boules de graisse. On dit souvent transporteurs, mais en réalité, ce ne sont pas de vrais transporteurs, puisque les transporteurs, c'est des protéines en général qui se lient, qui se complexent avec une molécule donnée. Donc là, ce sont des boules de graisse, comme vous le voyez ici. Ce qui est en bleu, c'est des phospholipides, c'est une monocouche de phospholipides. Et donc incrustées d'un certain nombre de choses. Vous avez du cholestérol, par exemple. Et vous avez également, ce que vous voyez représenté ici en violet, ce sont des protéines, ce qu'on appelle des apolipoprotéines. C'est des protéines, on a la peau A, la peau B, la peau C, la peau, etc., jusqu'à la peau E. C'est des protéines de signalisation qui permettent à ce transporteur ou à cette lipoprotéine de fonctionner correctement. Et alors, au centre, ce que vous voyez au centre, c'est justement les lipides transportés. Au centre, en général, vous allez avoir, si on parle que de lipides, vous allez avoir du cholestérol et des triglycérides. Vous avez toujours du cholestérol et vous avez toujours des triglycérides dans ces lipoprotéines. Ce qui va changer, c'est la proportion de l'un par rapport à l'autre en fonction du type de lipoprotéine. Dans les kilomicrons, par exemple, et les VLDL, vous allez trouver une majorité de triglycérides. Et dans les LDL, par exemple, vous allez trouver une majorité de cholestérol. Ok. Et donc, ce qui va nous intéresser ici, pourquoi je parle de ces transporteurs-là, de ces lipoprotéines, c'est que les typologies de dyslipidémie vont dépendre des anomalies qu'on va avoir en lien avec ces lipoprotéines. Bon, là, c'est les différentes lipoprotéines. Avec les apolipoprotéines, ces fameuses protéines qui permettent la signalisation. Donc, vous avez par exemple ici, CM, c'est les kilomicrons. En fait, les kilomicrons, ce sont les lipoprotéines qu'on va retrouver dans l'intestin et qui vont transporter le pool de lipides dans la lymphe jusqu'au foie. Et en chemin vers le foie, vous avez une production, notamment entre autres par l'endothélium vasculaire, vous avez la production d'une enzyme qu'on appelle la lipoprotéine lipase et qui va dégrader ces kilomicrons, dégrader donc
les graisses qu'il y a dans ces kilomicrons, et donc on évolue en chemin vers un autre type de lipoprotéines que sont les VLDL. Donc il y a une évolution grâce à cette lipoprotéine lipase qui va en fait dégrader les graisses, et donc ces kilomicrons deviennent plus denses et un peu moins riches en triglycérides, et on obtient dans ce cas directement des VLDL. Cette même enzyme toujours sur le chemin donc de l'intestin vers le foie, va intervenir aussi sur les VLDL et donc va encore dégrader encore plus ces triglycérides-là. Et donc on va obtenir d'autres lipoprotéines qui sont encore plus denses que les VLDL et un peu moins riches que les VLDL en triglycérides. Et une fois qu'on obtient ces fameux lipoprotéines qu'on appelle les IDL, des lipoprotéines de densité intermédiaire, là, on arrive au niveau du foie, et on a une autre enzyme qui prend le relais, qu'on appelle la lipase hépatique, qui va dégrader ces IDL-là, donc le contenu en triglycérides restants, va être dégradé pour passer à des lipoprotéines qui sont encore plus denses et encore moins riches en triglycérides. Et donc, par conséquent, ici, toute cette dégradation de triglycérides dans ce parcours-là par ces deux enzymes-là va déboucher sur le fait qu'on va avoir très peu de triglycérides dans les LDL et beaucoup de cholestérol. Et bien sûr, le foie va également remplir en grande partie par le cholestérol produit déjà endogènement au niveau des LDL, et donc on obtient ces fameux LDL, et ces LDL qu'on va retrouver dans le sang, qu'on va doser dans le sang, c'est LDL cholestérol. Ok, donc ça c'est le chemin métabolique à partir de l'intestin jusqu'au foie, donc des kilomicrons vers les LDL. Alors, Dr Bendris parlait tout à l'heure des LPA. En fait, ces LPA, ce sont des LDL, tout simplement, qui présentent une anomalie une anomalie génétique au niveau de l'ApoA. L'ApoA, c'est une des apolipoprotéines qui se trouve donc une protéine de signalisation qui se trouve sur les LDL, mais aussi sur les autres lipoprotéines comme par exemple les IDL ou les VLDL aussi. Et donc cette ApoA, lorsque sa structure est modifiée d'une certaine façon, elle va créer une sorte de lien covalent, de liaison covalente avec l'ApoB. Et cette liaison ApoA-ApoB va vous créer en fait une sorte de capsule qu'on appelle, vous voyez ici les unités que vous voyez là, ça s'appelle des Kringle. Et plus on a de Kringle, plus on va avoir cette capsule qui va entourer le LDL et donc qui va empêcher le LDL de fonctionner correctement, d'avoir une signalisation correcte. Et donc, plus on a de Kringle et plus les LPA sont dangereux, on va dire. On peut avoir des LPA avec une petite quantité de Kringle où le LDL conserve toujours sa fonction normale, notamment avec son récepteur. Ok. Donc, c'est surtout les LPA, donc en général, qui sont partiellement, on est en très grande partie, voire totalement enveloppé par ces Kringle-là, qui posent problème. Et donc, bien entendu, quand on a ce genre de LPA-là, on va voir forcément dans le dosage qu'on est élevé en LPA. Parce que pour qu'on arrive à ça, il faudrait qu'il y ait en fait une très grosse quantité de LPA pour qu'il y ait une proportion significative de ça. Donc, on dépasse très, très largement quand on a quelqu'un qui est après quelqu'un qui a 60, 70, c'est moins grave que quelqu'un qui a 180 ou 150 de LPA. Donc, quelqu'un qui a 150 à 180 de LPA, on sait que ce type de configuration-là est très fréquent chez lui au niveau des LPA. Voilà, donc je passe maintenant au type de dyslipidémie. Donc ici, j'ai essayé de faire de manière très synthétique pour que ça soit très pratique. Voilà. Euh, donc parlons des différents types de dyslipidémie. On a en réalité une classification, mais qui reste une classification théorique,
des dyslipidémies primaires et des dyslipidémies secondaires, primaires par rapport à simplement que c'est d'origine génétique. On a beaucoup de mutations génétiques, on a des dizaines de mutations génétiques qui prédisposent aux dyslipidémies. On parle de dyslipidémies primaires et des dyslipidémies secondaires, bien entendu, qui sont dues à voilà, ce que vous connaissez, les différentes composantes du syndrome métabolique, à l'hypothyroïdie, voilà, des problématiques liées au style de vie, etc., certains médicaments et tout ça. Dans la réalité, on va voir toujours une combinaison. Enfin, la plupart du temps, on va avoir une combinaison de dyslipidémies primaires et secondaires chez le même patient. Alors, on va voir ici, de manière très synthétique et très rapide, quelques types de dyslipidémie. Bon, il y a la classification de Fredrickson avec les 6 types de dyslipidémie, plus j'ai rajouté donc hors classement Fredrickson, on a la dyslipidémie APO4 et la dyslipidémie ALPA notamment, et chaque fois on va voir ce que c'est très rapidement et qu'est-ce qu'on pourrait faire par rapport à l'alimentation et par rapport à la micronutrition, voire même par rapport au style de vie. Premièrement, donc, premier type, l'hyperchylomicronémie. Ici, on parle d'une hyperchylomicronémie d'origine génétique. La plupart du temps, c'est une mutation LPL ici, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'enzyme lipoprotéine lipase qui est mutée, ou alors on peut avoir une mutation sur ApoC2 qui est en fait la polypoprotéine qui active la lipoprotéine lipase. Donc soit l'un, soit l'autre, et plus rarement d'autres mutations. On ne va pas rentrer trop dans les détails ici. Là, on va avoir des taux de triglycérides explosés, extrêmement élevés. On va avoir aussi des kilomicrons qui sont détectables ou mesurables à jeun, ce qui ne devrait pas être le cas. OK? Et souvent, on va avoir un cholestérol normal. Hein, il peut arriver qu'on ait aussi un cholestérol élevé, mais la plus grosse problématique qu'on a ici, c'est vraiment les triglycérides avec les kilomicrons qui sont élevés. Et pourquoi? Parce que ces kilomicrons ne se dégradent pas. Ne se dégradent pas à cause de cette mutation de la lipoprotéine lipase. Au niveau de l'alimentation, il faudrait bien entendu une alimentation qui soit très pauvre en lipides et il faudrait fractionner les prises alimentaires en petites prises alimentaires afin de limiter l'impact des lipides sur les triglycérides et sur les kilomicrons et bien entendu zéro alcool. Au niveau de la supplémentation, en général, là où on a un souci qui est lié aux triglycérides, on va mettre des oméga 3. Sauf que ici, c'est probablement la seule situation ou le seul type où les oméga 3 vont avoir un effet, on va dire, de faible à modéré. Donc l'effet n'est pas optimal tel qu'on pourrait l'obtenir dans d'autres types d'hypertriglycéridémie. Alors, il y a un truc intéressant aussi, c'est les MCT, c'est les triglycérides à chaîne moyenne. Triglycérides à chaîne moyenne, c'est extrêmement intéressant parce que en fait, ça ne s'absorbe pas à travers les kilomicrons. Donc, ça ne fait pas augmenter les kilomicrons. Bien entendu, il va falloir surveiller, bien entendu, les vitamines liposolubles, puisque ça passe aussi au niveau des kilomicrons, et également les acides gras essentiels, notamment les oméga 3. C'est pour ça qu'on a dit on supplémente en oméga 3 et les oméga 9 notamment. OK. Euh, Ça, c'était la première situation, le premier type. Le deuxième type, enfin, on a dans la classification de Fredrickson le type 2 qui contient 2 sous-types. En fait, on va dire ça, c'est le deuxième type, type 2A, qui est en fait ce que l'on appelle habituellement l'hypercholestérolémie familiale. Là, on a une mutation de récepteur LDL, donc puisque le récepteur est muté, le gène du récepteur est muté, le récepteur change de conformation, et puis le LDL, donc à travers l'ApoB, n'arrive pas à se fixer correctement sur le récepteur, et donc on obtient des LDL élevés et un cholestérol élevé
dans le sang. On peut avoir donc cette mutation du récepteur hypercholestérolémie familiale, c'est 95% des cas, donc c'est une mutation du récepteur LDL, et plus rarement, mutation PCSK9 qui accélère l'enzyme qui dégrade le récepteur. PCSK9, c'est l'enzyme qui dégrade le récepteur. Et puis, on peut avoir aussi parfois des anomalies ApoB aussi. Voilà. Donc ici, c'est une vraie hypercholestérolémie isolée. Et donc, dans ces cas-là, on va diminuer l'apport en graisse d'origine animale et on va plutôt privilégier des graisses d'origine végétale, augmenter aussi les fibres solubles, telles que ce qu'on trouve dans l'avoine, les légumineuses, le psyllium, un petit peu dans les fruits et les légumes, mais on a plus dans les graines, en fait, les fibres solubles, mais il faudrait que ça soit des graines, bien entendu, complètes. OK? Consommation de phytostérol, là, ça apporte un bénéfice majeur. Les phytostérols et les stanols, le bêta-cytostérol notamment. Et donc tout ça, on le trouve dans les graines, et on le trouve aussi dans les graisses d'origine végétale, les huiles végétales en général. Au niveau de la micronutrition, on va avoir les phytostérols et les stanols qui pourraient être utilisés, par exemple sous forme de bêta-cytostérol, des fibres visqueuses ou ce qu'on appelle des fibres solubles, de psyllium, les fibres de psyllium, excellent aussi. Les bêta-glucanes, c'est les fibres qu'on trouve en majorité, par exemple, dans l'avoine. L'apport en protéines aussi est très important. On peut aussi supplémenter en protéines si nécessaire. Et puis, la levure de riz rouge, la monacolinca ici, qui a un effet statin-like, pourrait être utilisée aussi. C'est pas ce qu'il y a, on va dire, de mieux, ou c'est pas ce qui a le plus gros effet, et ça pourrait être intéressant. Et bien sûr, en concomitance avec les statines, parce que là, c'est la cholestérolémie familiale, en général, les statines marchent un peu moins bien parce que le problème n'est pas la surproduction de cholestérol, le problème c'est vraiment le récepteur. Donc si on utilise des statines ici, bien entendu, on combine avec du coenzyme Q10 et puis bien entendu l'activité physique devrait être aussi associé à mon traitement. Et puis, vous avez le type 2B qu'on appelle l'hyperlipidémie mixte. Ici, c'est une élévation à la fois du LDL et des VLDL. Donc ici, on va avoir trop de cholestérol et trop de triglycérides. En général, c'est le type classique où on va avoir la personne qui a un excès de tissu adipeux blanc, on va avoir euh, obésité normopondérable, obésité tout court, selon les critères de l'IMC, personnes hypertendues, diabétiques, prédiabétiques. Donc c'est ce profil-là, classiquement, qu'on va appeler hyperlipidémie mixte, ici, type 2B selon la classification de Fredrickson. Donc ici, ça va être, bon, ça sera ce qui est le plus recommandé habituellement, c'est une diète de type méditerranéenne, c'est-à-dire une prédominance des aliments d'origine végétale, avec du poisson, de l'huile d'olive, diminuer tout ce qui est ultra transformé, utiliser donc des céréales complètes au lieu des céréales raffinées. Donc les fibres ici, on est toujours dans les fibres solubles, bien entendu, et perte de poids, en fait, 5 à 10% de perte de poids pourrait être intéressante pour impacter les lipides ici, bien sûr diminuer l'alcool. Au niveau de la micronutrition, les oméga 3 toujours, bien entendu, comme on disait tout à l'heure, lorsqu'il y a des triglycérides élevés, on ajoute les oméga 3. Dans les essais cliniques, on a des dosages qui vont de 2 à 4 grammes, mais en fait, les essais cliniques, ils utilisent que des oméga 3 en fait dans ces essais cliniques. Donc, ils sont obligés d'aller à 4 grammes, à 3,5 grammes. Donc, si on combine ça dans une approche globale, dans une prise en charge globale, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à 4 grammes. 2 grammes et demi pourrait suffire. Le psyllium, les phytostérols également. Alors, sinon, bon, le style de vie, là, l'activité physique ici qui pourrait être intéressante, c'est à la fois l'activité physique de résistance, de force et aussi l'activité physique aérobie. Le type 3 est un type très particulier. On appelle ça les dysbêta-lipoprotéinémies. En fait, c'est une mutation de ce qu'on appelle ApoE2. C'est un génotype ApoE2
très très intéressant. Donc homozygote, donc APO2, E2, E2. Donc là, c'est ce qui donne cette 10-bêta-lipoprotéinémie et ça donne en fait un LDL qui est faussement bas, puisqu'en fait, on va avoir une limite au niveau de la conversion des IDL, ces fameuses lipoprotéines de densité intermédiaire vers les LDL. Et donc ici, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir des IDL élevés avec des LDL normaux. Donc quand vous regardez le patient, bon, il a des triglycérides élevés, il a un taux de cholestérol total élevé, il a un cholestérol non HDL élevé, potentiellement HDL bas. Et quand vous regardez bizarrement, les LDL semblent normaux, ce qui peut paraître bizarre. Donc là, les LDL sont normaux parce qu'en réalité, il y a un problème de signalisation au niveau de la peau E2 et la peau E2 est mutée en homozygote. Ça doit être homozygote, sinon, si c'est juste hétérozygote, ça marche pas, ça donne pas ce type-là. Donc, dans ce cas-là, on va recommander une alimentation faible en graisse d'origine animale et en glucides raffinés. On va augmenter aussi les fibres solubles. On va diminuer l'index glycémique également. Et on va limiter tous les aliments qui sont riches en fructose. En fait, c'est une sorte d'alimentation un peu comme ce qu'on pourrait trouver chez un diabétique ici. Et donc, fibres solubles comme micronutrition, donc fibres solubles, fibres de psyllium ou fibres de l'avoine comme les bêta-glucanes. Les phytostérols, les stanols aussi sont intéressants ici, et les oméga 3 également, plus une activité physique de type aérobie, une activité physique régulière de type aérobie. Et bien entendu, comme c'est une anomalie génétique très invalidante ici, il va falloir gérer aussi en parallèle les autres facteurs de risque cardiovasculaire et ne pas se baser uniquement sur la baisse des lipides. Le type 4, classification de Fredrickson, ce qui nous fait ici le cinquième type, c'est l'hypertriglycéridémie isolée. Ok, là on va avoir, contrairement au type 1, si vous vous souvenez, on a dit hyperchylomicronémie, là c'est plutôt une surproduction de VLDL. Donc ici, on va avoir à la fois des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux liés au syndrome métabolique, etc. Donc ici, on va avoir des triglycérides élevés avec un cholestérol qui semble normal ou peut-être limite haute ou légèrement élevé. Donc ici, du moment que vous avez des triglycérides élevés ou très élevés, vous allez adopter une approche comme celle que vous adopterez chez un diabétique. Alimentation index glycémique bas, limiter l'alcool. Là, vous augmentez les acides gras insaturés, c'est-à-dire les oméga 9. Et ce oméga 9, meilleure source, c'est l'huile d'olive, les avocats. Les oméga 3 aussi, c'est extrêmement important comme ce qu'on avait dit. Et là, il y a un truc intéressant à faire avec la vitamine B3 et surtout la choline bitartrate. Ici, extrêmement intéressant. Ça permet donc du moment que vous avez des VLDL élevés, la choline bitartrate est indiquée ici. Ça permet de faire baisser les VLDL. Bon, il y a tout un rationnel scientifique, un argumentaire qui explique ça qu'on n'a pas le temps de développer ici. Bien sûr, tout ce qui va permettre d'améliorer aussi la sensibilité à l'insuline, donc que ce soit le chrome, le magnésium, le myo-inositol et tout le reste en fait, même la berbérine, etc. Vu que ici on a un problème qui est lié à l'augmentation des triglycérides et qu'on a une voie de conversion du sucre, donc du glucose, en triglycérides. Si il y a une résistance à l'insuline, on va compenser parmi les voies de compensation. Vous avez cette conversion du glucose en acide gras libre qui ensuite passe en triglycérides. Bien sûr, l'activité physique combinée. Et puis, vous avez le type 5 avec l'hyperlipoprotéinémie mixte. Donc là, vous avez le type 4 et le type 1 ensemble, combinés. Et donc, on revient au même. Donc, on est toujours sur les mêmes recommandations, sauf au niveau, donc, bien sûr, des graisses. On ajoute une recommandation supplémentaire de limitation forte au niveau des graisses
également tel qu'on l'avait dit au début au niveau du type 1. Vous avez plusieurs composants qui pourraient être très intéressants ici, comme la L-carnitine. La L-carnitine qui est intéressante ici dans le type 5, classification de Fredrickson, et qui est intéressante aussi pour les LPA. Le guarana, l'acide hydroxycitrique, là, les extraits de Garcinia cambogia également, et bien sûr l'activité physique, et une gestion globale des facteurs de risque, bien sûr. Alors, hors classification de Fredrickson, je vous ai rajouté un tas d'autres types, hein, mais là, ceux-là sont, on va dire, relativement fréquents. La dyslipidémie ApoE4, ici, on a une mauvaise clairance du mercure et des métaux lourds au niveau du cerveau. Deux, on va avoir une hypercholestérolémie. Et trois, on va avoir un risque majeur d'Alzheimer. Les personnes qui ont la mutation ApoE4 homozygote, donc E4, vont avoir de toutes les façons un type de démence dont le plus fréquent c'est Alzheimer si elles vivent suffisamment longtemps et si elles font rien du tout au niveau de la gestion ou de la prévention de ce problème-là, 10 à 15 fois plus de risque d'hypercholestérolémie. 10 à 15 fois plus de risque d'hypercholestérolémie dans le génotype E4 ici. OK? Alors, donc ici, bien sûr, on va diminuer les graisses d'origine animale, on va augmenter les graisses euh, surtout par exemple les oméga 9, les fibres bien entendu et surtout les fibres solubles, surtout les polyphénols et en particulier les polyphénols du thé vert, l'épigallocatechingalate, le GCG, notamment diminuer l'index glycémique et diminuer tout ce qui est aliments ultra transformés avec les graisses trans et avec les sucres ou les aliments index glycémique élevé. Oméga 3, donc, bien sûr, ici, alors ici, on n'a pas besoin d'aller très haut au niveau des oméga 3. On a besoin d'utiliser les oméga 3 ici pour diminuer la neuroinflammation et surtout neuroinflammation et améliorer un petit peu le risque cardiovasculaire, mais on n'est pas là sur une hypertriglycéridémie, on est sur un problème lié au cholestérol. Rien n'empêche d'avoir aussi ce profil-là qui est combiné avec l'un des autres profils qu'on avait vu tout à l'heure et avoir aussi une hypertriglycéridémie et une hypercholestérolémie. Donc, la B3 aussi à dose élevée, ça peut être très utile ici, surtout la niacine. La niacine peut être utile ici. Coenzyme Q10, bien entendu, si on utilise des statines, ce qui est souvent le cas. Donc, coenzyme Q10 en combinaison avec les statines en général, on a besoin autour de 50 à 100 mg par 10 mg de statine, 50 à 100 mg de coenzyme Q10 par 10 mg de statine, plus donc la vitamine D qui doit être relativement élevée, enfin même assez élevée, au-delà de 75 nanogrammes par millilitre. Donc 80-85, c'est une bonne cible, plus la berberine qui pourrait aider également ici. Sinon, tout dernier type ici hors classification de Fredrickson, on a donc la dyslipidémie LPA, donc le LPA dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est très hétérogène. Et donc l'augmentation de LPA, c'est un facteur de risque cardiovasculaire indépendant de tout autre facteur de risque cardiovasculaire, indépendant de tout ce qu'on fait au niveau du style de vie. Et en fait, ça ne veut pas dire qu'on doit rien faire puisque il n'y a pas grand-chose qui va améliorer le LPA. Bon, il y a des petites choses, hein. Il y a un petit peu la berberine, il y a aussi ce qui donne en ingrédient naturel, ce qui pourrait donner un effet intéressant. Il y a quelques études là-dessus. On observe en moyenne dans ces études-là, par rapport à la L-carnitine, 15 à 20% de baisse du LPA. 15 à 20%. Euh, donc là, ça ne veut pas dire qu'on fait rien puisque ça répond pas bien ou ça répond pas du tout au risque cardio, plutôt au style de vie. En fait, il faut faire ce qu'on a l'habitude de faire au niveau d'alimentation pour pouvoir baisser le risque cardiovasculaire en s'appuyant sur les autres facteurs. Alors, hop. Bon, ça, c'était l'explication de tout à l'heure pour expliquer ce que c'est que les LPA et tout ça. Alors, les études sont relativement contradictoires
par rapport à... Bon, ce qui est sûr, c'est que les statines ne fonctionnent pas. Euh, des études contradictoires, il faut plus d'études là sur les anti-PCSK9. Certaines études montrent relativement un certain effet, mais c'est incertain, comme disait Dr Bendris tout à l'heure. Les anti-CETP aussi, les anti-CETP, je pense que la molécule qui était évoquée tout à l'heure, je pense que c'est un anti-CETP. Je crois que c'est ça. Alors, ça dépend donc aussi, c'est pas très, les résultats sont pas reproductibles, en tout cas, dans les études. Alors, ce qu'on fait d'habitude dans l'alimentation, en fait, c'est un peu un mix de ce qu'on avait vu tout à l'heure. Et le but ici, c'est d'agir en fait sur tous les autres facteurs de risque cardiovasculaire. On n'a pas ici une intervention spécifique LPA. On a surtout une intervention globale pour gérer l'ensemble, ou en tout cas une bonne partie des facteurs de risque cardiovasculaire sur lesquels on peut avoir un effet. Donc, en gros, on va diminuer tout ce qui est graisse d'origine animale, on va diminuer le sucre, on va diminuer le sel, on va améliorer un petit peu la configuration d'alimentation. Ce qui est le plus adapté habituellement, c'est une alimentation propre, correcte, qui soit donc de type méditerranéen ou de type DASH, avec bien sûr tout le reste. Donc ici, le style de vie prend, les interventions de style de vie prennent toute leur importance vu que ça vient aussi moduler tous les autres facteurs de risque cardiovasculaire, donc avec l'activité physique, surtout de type aérobie ici. Ça n'impacte pas le taux de LPA. Par contre, ça impacte d'autres facteurs de risque cardiovasculaire, diminuer le poids, bien sûr, le tabac, tout ça, gérer le stress. Donc, tout ça, c'est important. Donc, comme je vous disais, on a un ensemble de composants ici intéressants. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, les phytostérols, ce qu'on utilise souvent, c'est bêta-cystostérone. C'est là où on a le plus d'études cliniques. Alors, j'ai pas parlé de l'EA, l'oléoïl éthanolamide, mais il y a quand même un certain nombre d'études sur l'EA et la baisse des triglycérides, du cholestérol et l'amélioration donc du profil métabolique en général. Euh, donc ça, c'est un peu les composants qu'on utilise la plupart du temps dans la gestion des dyslipidémies dans donc, dans, quel que soit le profil d'ailleurs, hein. Donc, il y a des particularités par rapport à tel ou tel type de dyslipidémie, mais globalement, ça reste, on peut utiliser en fait même, par exemple, le coenzyme Q10, on peut l'utiliser dans n'importe quel type de dyslipidémie, même si habituellement, on a l'habitude d'utiliser en combinaison avec les statines. Voilà, donc ça, c'était la présentation par rapport aux micronutrition et dyslipidémie. Et comme je vous disais au début, on a ce congrès dans lequel d'ailleurs docteur Zahimi intervient comme conférencière les 18 et 19 avril prochains à Casablanca, Hôtel Doubletree by Hilton. Vous pouvez trouver toutes les infos là dans icns.ma. icns.ma, vous avez le programme, vous avez, etc., les intervenants, tout ce qu'il faut, les infos pratiques. Et vous pouvez contacter aussi Dr Tissem Tejmoti, qui est donc co-organisatrice et membre de la Somna aussi, à ce numéro de téléphone qui est aussi un numéro WhatsApp. Voilà, donc il s'agit d'une formation en ligne et en présentiel. Donc, vous pouvez assister en ligne, vous pouvez être en présentiel. En présentiel, cette année, il y a une énorme surprise. Donc, ça serait bien que vous soyez en présentiel si vous voulez la surprise. Et c'est une formation certifiante. Vous avez un certificat INMS de l'INMS, donc qui est l'Institut des sciences de la nutrition, de la micronutrition que je préside. Le replay du congrès est disponible et vous obtenez aussi en bonus le replay de l'ancienne édition, de la dernière édition également, qui a porté justement sur la cardiologie. Et bien sûr les supports et l'accès à la plateforme de formation. Voilà. Merci pour ce tour d'horizon sur les différents types de dyslipidémie, l'hygiène de vie, l'alimentation et la micronutrition. Donc, on a beaucoup de questions. Je me permets de répondre j'ai vu beaucoup de monde se demander est-ce que la dyslipidémie est un symptôme ou une maladie? Est-ce qu'on peut pas vivre avec des taux élevés de cholestérol et éviter les maladies neurovégétatives? Donc, je me permets de dire que
et tu peux compléter si tu veux, Leïla, que le cholestérol, l'élévation du cholestérol total, du LDL cholestérol, la baisse du HDL cholestérol, c'est pas une maladie, mais c'est des facteurs de risque cardiovasculaire. Les triglycérides à moindre titre parce qu'en général, l'élévation des triglycérides est associée à un diabète, à une obésité, etc. Donc, qui dit élévation du risque cardiovasculaire, ça veut dire votre risque de faire une maladie cardiovasculaire est élevé dans les 10 ans qui suivent si vous n'avez pas déjà une maladie cardiovasculaire, si vous n'êtes pas diabétique, si vous n'êtes pas hypertendu. Donc, si vous êtes hypertendu, diabétique et que vous avez un taux de cholestérol élevé, donc il faut absolument le baisser. Si vous êtes apparemment en bonne santé, vous n'avez rien de tout ça, il faut se référer à l'outil SCORE que vous pouvez télécharger sur vos téléphones. Donc, à partir de ce score, vous avez une idée sur votre risque de faire des complications cardiovasculaires dans les 10 ans qui suivent. Et si votre score est élevé, il faut le baisser. Vous pouvez pas dire que on peut vivre avec un cholestérol élevé sans aucun souci. Donc voilà, ça c'était juste entre parenthèses. Je sais pas si tu allais là quelque chose à ajouter dans ce sens. Le son, on t'entend pas. Le micro. Leïla, micro. Ok, c'est bon, parfait. Tu disais quoi, Siam, comme question? Désolée. Non, c'était juste un commentaire. On disait pourquoi ne Ah, pas vivre, c'est pas une maladie, pourquoi ne pas vivre avec des taux de cholestérol élevés et prévenir les complications neurovégétatives. C'est-à-dire qu'en vivant avec un cholestérol élevé, on a moins de complications neurovégétatives, si j'ai bien compris. Voilà, ça veut dire un cholestérol élevé, selon mhm, un intervenant, protéger mhm. des maladies neurovégétatives. Moi, j'en ai aucune connaissance dans Oui. ce sens. Alors, pour neurovégétative, Non, neurovégétative, si vous c'est un voulez peu. dire neurodégénérative, Oui, ce qui n'est Peut-être pas exact non plus. neurodégénératif. Ce qui Ouais. n'est voilà. pas exact non plus. Neurodégénérative. Voilà. C'est beaucoup plus approprié. Neurodégénérative. Donc, comment un cholestérol total élevé va protéger des maladies Neuro, neurodégénératives? neurodégénérative. Si je Neurodégénératives? neurodégénérative, je suppose qu'il parle un petit peu de la démence plutôt vasculaire, parce que si c'est cholestérol, c'est en principe, ça va être par le biais de la démence vasculaire. Or, à mon sens, parmi les facteurs de risque les plus patents dans la démence vasculaire, c'est l'HTA plutôt que le cholestérol. Ça a été bien notifié dans beaucoup de congrès, notamment à l'AHA, c'est plutôt l'HTA. Le cholestérol n'est pas très impliqué dans les maladies neurodégénératives à ma connaissance. Docteur Gesmi, est-ce que vous avez un commentaire? Mais c'est complexe en fait, c'est complexe. C'est quand on prend des études de manière isolée, on pourrait tomber sur des situations ou des études qui ont une méthodologie particulière où on peut voir des cholestérols pas explosés, mais des cholestérols limite hautes ou un petit peu Mhm, élevés chez un type de population particulier. Et puis ensuite, quand on fait des études de ce qu'on appelle en statistique là, des odds ratios, on peut trouver des associations négatives avec le risque de Alzheimer, par exemple, ou de démence. Mais en fait, pourquoi je disais c'est pas exact, parce que ça, c'est vraiment des cas extrêmement particuliers. En d'accord. général, quand il y a un cholestérol élevé et quand on parle du cas classique là de patients sédentaires, etc., avec des Ouais. facteurs de risque cardiovasculaire, ça va être juste l'inverse. Et un des exemples que j'avais décrit tout à l'heure, c'est l'APO E4, par exemple. L'APO E4, c'est Mhm, 24% ou 25% de la population qui ont au moins une mutation sur un allèle, voire les deux, mhm, APO E4. Et donc, si on a ça, c'est une personne sur quatre, en fait. Si on a ça mhm, et qu'on a un cholestérol élevé, ce qui est souvent le cas, ça veut dire mhm. forcément qu'on va avoir Alzheimer et pas l'inverse. Ok, d'accord. Je Mais pense qu'on a sinon, docteur... ouais, allez-y. donc, CM, sinon, c'est l'HTA, le diabète. Tu sais que l'Alzheimer, on le code comme étant un diabète type 3. Donc, attention Mm. à C'est ça. l'insulinorésistance et à l'hypertension artérielle plutôt que le cholestérol sur les maladies neurodégénératives. Oui, et revenir sur le fait que les maladies cardiovasculaires sont la première cause de morbimortalité. Donc, Exact.
Voilà. Alors, il y a des questions pour toi et pour Dr Gasmi. Mhm, Alors, pour Dr Gasmi, il y a un chirurgien cardiovasculaire qui pose mhm, la question à propos des compléments alimentaires. Y a-t-il des compléments qui permettraient de prévenir les blessures chez les sportifs et d'améliorer les performances chez les sportifs? C'est pas les dyslipidémies, mais c'est les compléments mhm. alimentaires. Oui, ben, il y en a beaucoup. Oui. Il y a un grand paquet. Il faut savoir les utiliser. Mhm, Oui, parce qu'il y a des sportifs, on parle des sportifs de haut niveau, il y a des sportifs qui sont prédisposés à faire des blessures et il peut y avoir des mutations sur les gènes qui codent pour des fragments de collagène, en fait. Col 1 mhm. A1, col 1 A2, c'est très documenté. Et donc, chez ces sportifs-là, déjà, ils devraient pas faire du sport de haut niveau. Et s'ils font du sport de haut niveau, il faudrait prendre en charge donc cette problématique-là avec des cofacteurs, voir les carences en vitamine C, en manganèse, en cuivre, en zinc, en fer aussi, carence en fer, on synthétise mal le collagène. Et si en plus il y a une mutation c'est-à-dire on obtient un collagène de mauvaise qualité, ça va pas aider. Plus les peptides bioactifs du collagène pourraient être intéressants, plus ce qui est bien connu en rhumato pour protéger les articulations, donc le glucosamine, chondroïtine, Oui. plus les silicium. Bon, il y en a un tas. Donc, Silicium. Oui. oui. On a docteur Tissem Pejmouati, je pense, qui est avec nous Oui, oui. là, qui Oui. Alors, c'est pour toi, Leïla. Euh, Mhm, on te demande, est-ce qu'il y a un mhm, risque si le mhm. cholestérol total est supérieur à 2,90 et le reste du profil lipidique est normal? Ça veut dire que le LDL, il est normal, le HDL, il est élevé. D'accord, c'est ça? Bah, s'il y a une élévation du cholestérol total alors que le LDL est normal, Je ça veut dire sais que pas. c'est au dépend d'autres choses. De Au l'HDL. dépend. Il se peut que ce soit l'HDL élevé. Donc, Oui. pour tirer les choses au clair, à mon sens, il faut déjà scinder entre la peau B et la peau A pour qu'on puisse savoir lequel on est. L'élévation dépend de quelle partie. Est-ce que c'est la partie athérogène ou plutôt la partie protectrice? Parce que dans l'athérogène, non, le LDL n'est pas suffisant. Il y a le LDL, comme a dit docteur Amine, le LDL, le VLDL, les ILDL. Il y a beaucoup de fragments qu'on dose pas. Donc, plutôt doser la peau B, comme ça on saurait un petit peu la partie de l'athérogène, et la peau A pour scinder entre les deux, et il y pour a qu'on le puisse LDL connaître ox, les LDL oxydés. l'oxydé. Voilà. Oui. Mm. Ça ramène à une autre question qui rejoint celle-là. Ne serait-il pas intéressant de faire l'électrophorèse des lipoprotéines? Oui, Je tout à fait. suppose que oui, on peut le faire, mais personne ne le fait, je suppose, dans les laboratoires. Je ne sais pas si ça se fait ou pas. Des Hein. analyses fonctionnelles. Moi, je sais qu'il y a la Voilà, peau B qui se fait, la fonctionnel. peau C, et puis il y a les Oui, analyses génétiques de ces lipoprotéines. mais ça Ça se se fait fait pas. Voilà, mais ça se en fait pas en analyse routine chez fonctionnelle. nous, Non, oui, l'électrophorèse. C'est pas en effectivement. routine. Mhm. Euh, l'ail et le LDL élevé. Moi, je vois pas un petit peu le lien. Je ne sais pas si vous avez le lien, docteur Gasmi. L'acide Oui, garlique ou pas l'ail beaucoup. vieilli, l'ail noir, Mhm. n'agit pas sur le Sur cholestérol le ou les cholestérol. Voilà. triglycérides. Par contre, ça permet d'améliorer un petit peu la fluidité du Fonction. sang, d'avoir un effet Au niveau du foie. anti-inflammatoire, tout ça. C'est Voilà. ça. Au niveau du foie. Donc, ça peut augmenter le débit hépatique pour détoxifier le foie et Entre améliorer un petit peu. autres, C'est c'est par ça. un petit peu d'un mécanisme Et faire indirect. baisser la tension artérielle, entre autres, Attention ce qui, artérielle. voilà. Voilà. Donc, Mhm. Et quel est l'impact des régimes cétogènes dans les dyslipidémies? Alors, très alors, bonne question. ouais. Moi, ce que je connais sur les régimes cétogènes, c'est qu'ils sont plutôt dédiés aux personnes qui ont plutôt l'insulinorésistance et le diabète. Et non pas dans le but un petit peu de, de régulariser le cholestérol. Je ne sais pas si vous avez un commentaire, docteur Ami. Alors, en fait, le régime cétogène, on parle bien du régime cétogène, pas ce qui Cétogène. est habituel, parce que très souvent, quand on regarde sur Internet et les blogs et les gens qui racontent des choses sur des vidéos et tout ça, on Mhm. parle pas du régime cétogène. On le nomme régime cétogène ou keto, mais en fait, on se rend compte que c'est juste un régime hypoglycémique. Parce que le Ah oui. vrai régime cétogène, c'est en lipides, donc en macronutriments lipidiques, De- c'est plutôt, 90% de lipides de toute l'alimentation, 90%, oui. et 20 à 25 grammes
de sucre, de glucides. Donc, Mhm. c'est un régime extrêmement restrictif qui a ses indications, par exemple, pour l'épilepsie. Ça, c'est une indication qui est reconnue. Maintenant, Mhm. vous donnez un régime cétogène à quelqu'un qui a une mutation ApoE4, c'est-à-dire si vous voulez l'achever en quelques années, c'est la bonne solution. Maintenant, ApoE2, eux, ils sont, c'est-à-dire les ApoE2 hétérozygotes, E2, E3 par exemple, eux, ils tolèrent bien. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent manger cétogène, mais ils tolèrent relativement bien le cétogène. Donc, tout dépend, en fait, mais ApoE4, c'est-à-dire le quart des gens, le quart de la population, ne doivent absolument pas utiliser le régime cétogène. Voilà, pour résumer, ça ne régularise pas le cholestérol. Donc, n'allez pas C'est demander pire. au patient. Voilà, Ça aggrave la situation de manière voilà, exactement. catastrophique chez les ApoE4. Voilà. Alors, quel oméga 3 vous prescrivez au Maroc? Alors, on n'a pas de nom, mais plutôt il faut vérifier toujours. En matière de compléments alimentaires, c'est vrai qu'il y a beaucoup de compléments alimentaires. Il faut toujours lire les étiquettes d'une manière un petit peu beaucoup plus approfondie par rapport à ce qu'il y a comme additifs, comme de choses ajoutées et tout, c'est important. Et puis, voir les bonnes doses, parce qu'on a besoin d'oméga 3, le PA et le DHA avec de bonnes doses. Et voilà, donc vérifiez un Ouais. petit peu, lisez les étiquettes. C'est très important parce qu'il y a des fois des additifs qui peuvent fausser ce complément en lui-même. Je ne sais Donc, pas, docteur. c'est Voilà. ça, exactement. Donc, il y a toujours enfin, on peut avoir toujours des excipients, ce que j'appelle les cache-misères dans les Voilà, les compléments quatre qui sont de cuisines. mauvaise qualité et Hmm, 60% minimum de PA plus DHA dans le produit. Peut-être voilà. 60%. Donc, le dosage que je donnais tout à l'heure, c'était les dosages non pas de l'huile de poisson, qui est la matière première, mais de l'EPA plus DHA Yeah. ensemble. Hmm. Hmm. Il y a quelqu'un, un médecin qui demande le lien entre les dyslipidémies, syndrome métabolique et insulinorésistance. Dyslipidémie, syndrome métabolique, on connaît ce que c'est. Syndrome métabolique, c'est l'obésité, d'accord, qui va induire l'insulinorésistance et le diabète. Puis tu auras un HDL cholestérol bas, triglycérides élevés. Voilà un petit peu le syndrome métabolique. Oui. Donc, voilà, HDL bas, triglycérides plutôt élevés. On est sur ce versant de triglycérides plus que le LDL. Donc, on avait vu Et un petit peu comment réguler les choses. exactement. Et donc, en fonction après où est-ce qu'on se situe au niveau de la constellation génétique, au niveau des typologies qu'on avait vues, Mhm. dans tous les cas, un des mécanismes de compensation de la résistance à l'insuline, c'est la production des acides gras libres et donc des Voilà, triglycérides forcément. triglycérides. Voilà, exactement. Et les triglycérides peuvent aussi, sur du moyen ou du long terme, prédisposer à une hypercholestérolémie. Mais par la suite, voilà. Hmm. Mhm. Alors, oui, il y a docteur Abedi qui demande est-ce que le message, je pense que, est-ce que le LPA, petit a, peut intervenir quand on est devant, c'est-à-dire dans une situation de prévention primaire? Alors, on sait que la LP petit a, dans sa forme chimique, comme avait dit docteur Gasmi tout à l'heure, elle a une partie qui ressemble au LDL et une partie qui ressemble, qui mime le plasminogène. Donc, on est dans la voie de l'athérothrombose et calcification plutôt aortique. Alors, quand on a une LP petit a élevée en prévention primaire, euh, en tout cas, C'est un malheureusement, le réflexe, modificateur de risque. elle fait C'est un partie des modificateur. modificateurs de risque. Il peut augmenter le score et te pousser Exactement. à, si le LPA est Voilà, supérieur à exactement. 50, c'est un Voilà, exactement. modificateur C'est un autant que la modificateur de risque. CRP. Et on a Donc, aussi des modificateurs radiologiques. Ça veut dire que si le couroscanner, score tu trouves un calcique, score calcique très calcique, élevé, ben faudrait ton pas- score peut être très élevé. Dans le voilà, sens inverse aussi, si tu as un score à zéro, ça peut mener à la exactement. baisse C'est un ton score. modificateur de C'est un risque qui va te modificateur de risque. stratifier le risque cardiovasculaire et à partir de ce risque, tu vas optimiser ton LDL cholestérol par rapport aux recommandations. Hmm. Alors, quel complément quel complément alimentaire a le meilleur niveau de preuve en Par matière de rapport à quoi? baisse, en matière, je suppose que il voulait dire par rapport à la baisse du cholestérol et par rapport à la prévention cardiovasculaire.
la baisse de la Donc, c'est un mortalité cardiovasculaire, je suppose. Tout complément dé- alimentaire par rapport à la baisse du LDL, c'est ça? Quel est le complément alimentaire qui a le meilleur niveau de preuve, je pense, en matière de baisse? Alors, niveau de preuve, je ne sais pas. Mais en tout Tout dépend cas, Dr. du Gasmi type va le dire, de dyslipidémie, en fait. C'est pour Voilà. ça qu'on avait il part du parlé. LDL. Le Tout LDL, Non, non, c'est dépend. ça? il n'a pas précisé, mais déjà, pour les triglycérides, je pense les oméga 3 c'est Voilà. les compléments qui ont le meilleur niveau de preuve, Voilà. De quoi qu'ils preuve. n'ont pas. Le Mais, LDL, mais- c'est plutôt la levure du riz rouge. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, docteur Gasmi. La levure Oui, il y du a des riz méta-analyses sur la levure de riz rouge. C'est une statine, en fait, rouge, la c'est statine, voilà. monacolinca. Après, il y a les phytostérols, Les les stanols, phytostérols. les phytostérols, le bêta-cytostérol. Il y a la berbérine, il y a la L-carnitine dans un contexte aussi très particulier. La niacine aussi, la B3 dans un contexte aussi très Oui. particulier. Bon. Le coenzyme Q10, mais bah, Vous surtout savez en que, combinaison avec les statines. alors, je parle juste de la berbérine qu'avait cité docteur Gasmi. Elle ressemble un petit peu à ce qu'on sait, nous, c'est la metformine, si vous voulez dire. Elle fait un petit peu le boulot de la metformine. Donc, ça va Ouais. diminuer nos résistances, le triglycéride. Donc, un petit peu, ça va agir sur le syndrome métabolique d'une manière indirecte. Ouais, mais sauf que elle a aussi un effet Mhm. sur le récepteur du LDL et la Mhm. PCSK9. C'est par ce, D'accord. entre autres, c'est par ce biais-là aussi que ça agit sur le cholestérol. Sur les triglycérides, c'est exact, ça agit en baissant la résistance à l'insuline et donc forcément ça a un certain impact sur les triglycérides. Mais pour le cholestérol, c'est surtout le récepteur LDL et PCSK9. donc, Voilà. Tu as la berbérine aussi. donc, Tu de as la manière berbérine. pratique, si vous avez quelqu'un, et on se pose la question, si vous avez Mhm. quelqu'un qui est intolérant aux statines, quelle Mhm. approche nutritionnelle vous allez lui proposer? Il C'est ce qu'il existe avait tout un, cité. C'est c'est ce qu'il avait ça. Pardon? tout cité. Mhm. Ah, on Vas-y, t'entend pas. docteur Gasmi, vas-y. Non, je disais, je voulais juste dire, puisque ça c'est une question qui a été abordée, j'ai en tête un essai clinique où il y a eu donc trois groupes, un groupe statine, Mhm. c'est un essai clinique où on parle de patients intolérants aux statines. Au statine. Et donc un groupe où on a traité par statine, faible dose, et un groupe par berbérine et un groupe berbérine plus statine. Berbérine. 5 mg de statine avec berbérine autour de 1 gramme. Et donc la combinaison, le groupe où on a fait le combo était en termes d'effet supérieur à la berbérine seule et supérieur aux statines seules. Mais après, l'approche globale, la question peut-être que c'était sur l'approche globale. Ben, l'approche globale, c'est tout ce qu'on a vu, en fait. Mhm. Donc voilà, tu as une approche CM. Ouais, ouais. Alors, Voilà, exactement. Mhm. la curcumine et le LPA. Alors, la curcumine Sur- est un bon anti-inflammatoire, mais je ne suppose pas qu'il va corriger la LP petite a. Oui, il y a Votre des avis, études docteur Amine? in vitro mais ces niveaux de preuves un peu limités. Il y a plus la carnitine. En fait, il y a un tas de choses qu'on n'a pas vues là dans la conférence parce que Mhm. il y a beaucoup d'informations. Mhm. Et donc là, par exemple, pour la curcumine est intéressante aussi pour le risque cardiovasculaire, le resveratrol aussi, l'épigallocatechingalate, tout ça. Mais ça ne veut pas dire que quelqu'un qui a des LPA élevés, on pourrait pas lui recommander ces polyphénols. On peut, mais ça va pas agir significativement sur les LPA, ça va agir sur le reste, sur l'inflammation, la résistance à l'insuline, Voilà, le stress oxydatif. Hmm. voilà, CM. Donc, c'est pas directement sur la LP petite a, sur les autres un petit peu qui l'entourent, Mhm. sur l'inflammation, sur la résistance à l'insuline. Ouais. Alors, les algues, qu'en est-il des algues et la production d'oméga 3? Alors, Euh, les algues, moi, à ma connaissance, les algues, nous avons assez d'iode, c'est très bénéfique pour la thyroïde. Ça va booster la thyroïde, ça peut agir sur un petit peu la satiété, sur l'obésité et sur un petit peu l'augmentation du métabolisme de base et plutôt le bilan lipidique. Quel est votre avis, docteur Amin? je pense, en fait, je ne sais pas si c'était quoi exactement la question. Je pense que c'est en rapport avec les types les types de matières premières qu'on a avec les oméga 3, parce que sur le marché, il y a les oméga 3, huile de poisson, huile de krill, huile de calanus, il y a huile d'algue aussi, je pense, à base
Enfin, là, en général, si c'est ça la question, en général, Alors, c'est en rapport avec donc l'huile d'algue. En général, c'est fortement concentré en DHA. Et donc ouais. le DHA plus un tropisme dans le système nerveux, Mhm. donc ça peut avoir un intérêt pour quelqu'un par exemple qui est ApoE4 pour diminuer, le faire baisser la neuroinflammation. Mais pour avoir un profil équilibré d'oméga 3 entre EPA et DHA, le mieux c'est de prendre Le poisson, huile de poisson, poisson, des compléments alimentaires à base d'huile de poisson. l'huile de poisson. Comme ça, on les aura toutes les deux. Voilà. Oui, il y a notre ami Tahar Al qui pose la Mhm. question, en pratique, quel argument te permettent de choisir entre l'atorvastatine et la Rosuva? Par exemple, un patient d'insuffisance rénale chronique, dans quel cas tu vas choisir telle ou telle molécule, l'atrova par rapport Alors, à la Rosuva? euh, en tout cas, tu vas choisir entre ce qui est lipophile et hydrophile. Voilà. Mhm. Insuffisance rénale chronique, probablement, je choisirais la molécule lipophile plutôt. C'est la torvastatine. Quand Mhm. j'aurai des problèmes insomnie, céphalée et tout, plutôt l'hydrophile. Comme ça, j'aurai pas la pénétration dans le système nerveux central. Voilà, grossièrement. Quoique aucune molécule n'est contre-indiquée dans l'insuffisance rénale chronique, que ce Exactement. soit la Voilà. torva ou la Voilà. rosuvastatine. Pour la rosuvastatine, voilà. Ouais. Et ce sont deux statines qui sont très De fortes, haute qui, intensité, qui voilà. baissent à peu près de la même manière Manière les... les taux de les- LDL cholestérol. Mhm. Alors, on se pose la question aussi sur l'apport de la semaglutide euh, dans Donc, les dyslipidémies. Est-ce qu'il y a la un impact de séma- la semaglutide sur le profil lipidique? sémaglutide en étant un analogue de GLP-1. Mm. Oh oui. C'est ça. Mhm. Moi, j'ai pas de réponse là-dessus. Docteur Il Emin, est-ce il y que vous avez une réponse? a, j'ai pas de réponse pour la semaglutide. Par contre, moi, Voilà. je réponds à ce que je connais. Mhm. La toute dernière molécule que j'avais posée tout à l'heure dans la slide où il y avait les différents bioactifs, l'EEA, l'oléoïl éthanolamide, Mhm. c'est un lipide de type amide, qui est on va dire un cannabinoïde-like, mais quand en réalité, il y a des études cliniques sur son efficacité dans le cholestérol, l'hypercholestérolémie, l'hypertriglycéridémie, et qui est aussi un analogue GLP-1. Et donc, l'effet de l'EA est conjoint sur la dyslipidémie. Il y a des effets très très intéressant sur la dyslipidémie dans le contexte du syndrome métabolique et aussi comme analogue GLP-1 vu que ça diminue la satiété de manière spectaculaire. Après Ouais. l'effet, faut pas s'attendre à ce que l'effet dure plus que 3 mois, Mhm. mais l'effet au début, donc les 2, 3 premiers mois, est un effet spectaculaire. Moi, par exemple, qui mange une seule fois par jour, un repas par jour habituellement, lorsque Mhm. j'ai pris ça sur les 3 premières semaines, je Mhm. n'ai pas mangé pendant 72 heures. J'ai pas Voilà. fait d'effort, hein. J'ai juste Mhm. comme ça pas mangé Ok. en termes d'effet. Après, si ça peut aider par rapport à la question, mais pour les semaglutides, j'ai pas de réponse. Moi, je Réponse. pense que c'est ça, la semaglutide agit via le syndrome métabolique. Voilà, exactement. Mm. Alors, on revient toujours sur les compléments alimentaires chez les sportifs. Mhm. Il veut avoir exactement quelle micronutrition vous conseillez et quel complément alimentaire vous conseillez dans le cadre du sport régulier. Ben, malheureusement, je ne peux pas donner de réponse claire et Et exhaustive. détaillée, Mhm. exhaustive, vu que la formation que je donne sur la nutrition du sportif, ça dure 9 jours à temps plein. Mhm. Donc, après, je sais pas, si après vous pouvez préciser la question exactement sur quel sujet précisément, je pourrais sans problème vous répondre. Mais là, si je vous donne une réponse comme ça va être nécessairement n'importe quoi et de manière enfin, très, très globale et pas très exacte, vu que, voilà, c'est une question.
trop général. C'est pas aussi simple que ça. Voilà. Alors, on te pose la question, Leïla, puisque tu as parlé de l'interaction entre l'amlodipine et les statines. Ouais. Quand tu prescris l'amlodipine et les statines, comment faire pour ne pas augmenter les effets indésirables de cette association? Alors, pour ne pas augmenter le risque de l'atteinte musculaire, toujours avec le coenzyme Q10 et la vitamine D. Moi, j'en ai des patients, je leur donne un petit peu l'association et je n'ai pas de problème. Mais ce n'est pas systématique. Tu C'est n'auras pas pas de systématique, problème systématiquement. là, On pas a du beaucoup tout, de justement. patients sous statine qui se Et qui plaignent de n'ont pas de rien, qui problème sont sous musculaire. inhibiteur calcique. Si j'aurais l'atteinte musculaire, je donnerais le coenzyme Q10 et la vitamine D. Voilà. Et Mhm. je garde l'association, si besoin. Oui. Alors, docteur Abidi, quel schéma nutritionnel possible en complément alimentaire pour un Mhm. patient coronarien à haut risque sous insuline, sous forte dose de statine, avec une carence et une insulinopénie et carence musculaire? Donc, déjà, dans un premier temps, il va falloir, ça c'est la base, en fait, il va falloir enlever tout ce qui est sucre raffiné, graisse trans, Mm. aliments ultra transformés. Ça, il faudrait enlever. Il faudrait rester sur une alimentation propre d'aliments, de vrais aliments. Et puis ensuite, il y a donc l'huile d'olive qui est extrêmement importante. Il y a le poisson 3 fois par semaine. Il y a donc les Et- graines et surtout tout ce qui est donc à base d'avoine ou d'orge ou de seigle. Mhm. Ça, c'est très important aussi. Faire baisser. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut pas manger des aliments d'origine animale, hein. Il faut les manger pour l'apport protéique. C'est extrêmement important chez ce type de patient. Par contre, il faut manger des aliments d'origine animale qui soient très faibles en graisse. C'est-à-dire, si on mange de la viande, ça peut être de la viande maigre. Si on prend des œufs, par exemple, ça peut être un jaune d'œuf pour 3 blancs d'œufs. Pas de beurre. Et puis on compense par des huiles, soit par exemple de l'huile de lin, de l'huile de colza ou de l'huile d'olive. Et puis au niveau des compléments alimentaires, il faudrait du coenzyme Q10, ça c'est systématiquement, en fonction de la quantité enfin, de la dose de statine que je disais, comme je disais tout à l'heure, 50 à 100 mg de coenzyme Q10 pour chaque 10 mg 10 milligrammes. de statine. Il faudrait ajouter également des vitamines du groupe B, les vitamines du groupe B, surtout la B1, la B2, la B3 et la B12, ça c'est vraiment la base. Potentiellement, mais pas systématiquement, la L-carnitine. Les oméga 3, il va falloir, parce que là, ça a l'air d'être un cas qui prend la cardioaspirine, par exemple, en Oui. tout cas un anticoagulant. Là, il va Mhm. falloir bien voir par rapport à adapter ça par rapport à l'anticoagulant qu'il prend. Et si c'est un antivitamine K, alors on va en général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va doser l'INR avant l'introduction des oméga 3. On va les introduire à une dose raisonnable, c'est-à-dire autour de 1,5 g, 2 grammes. On dose avant l'INR, une semaine plus tard l'INR et on observe comment ça évolue. On adapte la dose soit de l'oméga 3, soit d'anticoagulants ou les deux, et on refait encore un dosage de l'INR dans 2 semaines pour observer et constater que tout est stable et voire même le mieux, c'est encore une 3e semaine, donc encore l'INR pour constater que c'est bien stable. La vitamine E peut être intéressante, mais si on met les oméga 3, c'est déjà pas mal. Euh, voilà, donc je pense que c'est comme ça, c'est assez complet. La vitamine D, Oui, la vitamine D, bien sûr, on corrige la carence en vitamine D systématiquement et la vitamine D devrait monter autour de... La bonne cible, c'est 80 nanogrammes par millilitre. voilà. Parce que des fois, j'ouvre la parenthèse de la vitamine D parce que les laboratoires nous donnent un chiffre de normal entre 30 et 90, je Hmm. suppose. Et dès que nous avons des patients à 30, 40, ils sont satisfaits. Comme avait dit docteur Gasmi, il faut augmenter un petit peu jusqu'à 80 pour avoir un petit peu l'efficacité de la vitamine D parce qu'il y a beaucoup de récepteurs. Tout l'organisme en a besoin de la vitamine D, donc il faut vraiment aller jusqu'à 80 nanogrammes par millilitre. Voilà. Donc, allez, on va à une ou deux questions.
Ça Et va pas peut-être, finir, c'est je ça. pense, Hein? docteur Tissem Tajmouati, je pense qu'elle voudrait intervenir Oui, aussi, parce qu'elle me allez-y, disait. madame. Oui, Vas-y. bonsoir docteur. Bonsoir. Bonsoir. Bon- Bonsoir docteur Leila Bendris. Mais merci pour cette magnifique conférence. Et Avec plaisir. merci, je remercie l'AMCAR de sa participation avec nous, donc en partenariat avec la SOMNA pour notre congrès. Je voulais juste me présenter et puis dire aux personnes intéressées par rapport à notre congrès que il reste encore des places disponibles pour approfondir toutes ces connaissances. Et puis, effectivement, comme l'a dit Dr Amin Gasmi, on a la chance d'avoir, vous allez avoir en cadeau le replay de 2 jours de notre ancien congrès qui est vraiment sur la cardiologie, donc micronutrition cardiologique, qui vous permet vraiment d'approfondir vos connaissances. Et ce congrès sera offert pour toutes les personnes qui participent. Voilà. Donc, c'était un rappel et aussi me présenter aux participants que je remercie d'être nombreux et d'être présents pour ces sujets passionnants. Voilà, je vous redonne la parole et je vous dis à très, très bientôt dans le congrès parce qu'on aura la chance de vous avoir, Dr Zahimi et Dr Bendris aussi au niveau de la Avec table plaisir. ronde. Merci. Merci à toi. Merci à vous. Je pense qu'on va finir. Je sais pas, il y a d'autres questions, mais bon, on a fait 2 heures déjà qu'on parle. Je suis vraiment désolée. Merci beaucoup à Bendris Leila, Avec merci très Dr plaisir. Gasmi Amin, merci à la société, à la SOMNA de nous avoir associés à son congrès, à son webinaire qui intéresse de plus en plus beaucoup de cardiologues. Et je vous dis à très bientôt, au 18-19 avril, c'est Oui, ça? c'est ça, au 18-19 Voilà, avril, 18-19. exactement. OK. Hâte de se retrouver. Merci beaucoup. Ah, merci Merci. beaucoup. Merci. Plaisir. À bientôt. Merci, à bientôt. Bientôt. Merci à tout le monde. Merci.